Mesdames, Messieurs, chers amis du Collège Belgique, cher professeur Beaurepaire, permettez-moi d'abord de vous expliquer les circonstances de la conférence de ce soir. Il y a 8 jours, c'était bloquons tout, mais le professeur Alexandre de Vitry avait pu quitter Paris et il est rentré en grande sûreté à Paris. Demain, c'est une grève très importante dans la République française et donc le professeur Beaurepaire, qui devait aujourd'hui même nous rejoindre à Bruxelles en venant depuis Nice, pour la raison de cette grève, n'a pas pu quitter Nice parce qu'il ne pouvait tout simplement pas y rentrer dans les délais qui étaient impartis par ses activités professionnelles qui sont nombreuses. Et comme vous le voyez, depuis le mois de septembre, cette salle est tout à fait appareillée. Elle va nous permettre de faire des visioconférences en live, en réalité, et puis peut-être même à un moment donné aussi de les retransmettre sur notre chaîne YouTube. Mais donc, grâce à la technologie, nous avons pu surmonter les effets de cette grève, et c'est pour moi l'occasion de remercier le professeur Beaurepaire, que je vais vous présenter tout de suite, rassurez-vous, d'avoir accepté cette technologie, et puis surtout de remercier aussi très chaleureusement mon ami, mon collaborateur, l'attaché à la programmation, Quentin Renis, qui a mis toute son énergie et toutes ses compétences pour que cette séance de visioconférence se passe pour le mieux. Et donc, je le remercie, mon cher Quentin, infiniment pour ton investissement pour le Collège Belgique et pour cette académie. Alors, cher professeur, mon cher collègue, je vais donc vous présenter en disant, mesdames, messieurs, que nous avons vraiment la chance d'avoir parmi nous, dans le cadre de ce cycle Fraternité, 2 conférences, et puis demain soir, une conférence avec le pôle théologique, si vous le voulez, le pôle du judéo-christianisme et le pôle de l'islam. Mais ce soir, donc, nous avons la chance d'avoir un grand historien français, un grand spécialiste de l'histoire culturelle de l'Europe et du monde au siècle des Lumières, et singulièrement sur la franc-maçonnerie, sur laquelle il a écrit, je vais y revenir, des articles et des ouvrages fondamentaux. Alors, le professeur Beaurepaire a soutenu sa thèse de doctorat, pas très loin d'ici, à l'université qui à l'époque s'appelait Université Lille 3, Université d'Artois, une thèse soutenue en 1997 intitulée « L'autre et le frère, l'étranger et la franc-maçonnerie en France au XVIIIe siècle », une thèse sous la direction du très réputé professeur Alain Lotin, qui lui a d'ailleurs valu le prix du monde de la recherche universitaire. Et puis ensuite, il a présenté son habilitation à diriger des recherches à l'université Paris 4 Sorbonne sur la thématique sociabilité, franc-maçonnerie et réseau relationnel, une habilitation qu'il a soutenue en 2002. Et puis, dans la suite, alors, il est devenu, et il l'est encore en ce jour, depuis donc 2003, professeur d'histoire moderne à l'université de Nice, Sophia Antipolis, qui s'appelle aujourd'hui, vous le voyez là, l'université Côte d'Azur, et pour les Belges, ça fait évidemment plus rêver. Alors, il y a dans cette université, pour notre collègue, beaucoup de responsabilités, mais si vous avez été à Nice, vous voyez où est située cette très belle université avec une vue sur la mer. Alors, il est également membre de l'Institut universitaire de France. Il a d'abord été membre junior et puis il est membre senior depuis 2021, ce qui lui permet de consacrer du temps à ses recherches. Alors, il a aussi enseigné dans de nombreuses universités. Il a enseigné aux États-Unis, à San Francisco. Il a enseigné, pardonnez-moi, au Japon, à l'université de Tokyo, à l'université de Tunis,
Et notamment, il a aussi donné des cours à l'Université libre de Bruxelles. C'est dire qu'il se sent un peu chez lui, même si c'est virtuellement dans ce pays. Alors, le professeur étudie donc singulièrement la franc-maçonnerie. Et c'est cette question que je voulais que l'on aborde dans le cycle sur la fraternité, puisque c'est un lieu, c'est un espace où le mot frère, le mot sœur joue aussi un rôle considérable. Et il a étudié la franc-maçonnerie comme un phénomène socio-culturel, mais aussi un phénomène où l'on peut retrouver effectivement dans cet ordre des sociétés qui sont parfois des sociétés savantes, parfois des sociétés culturelles et parfois aussi des sociétés plus cultuelles. Alors, il est l'auteur, je le disais, de très nombreux ouvrages qui ont le mérite d'être traduits en plusieurs langues, l'arabe, l'espagnol, le japonais. Et il est aussi le directeur, je vous le mentionne, de deux collections importantes aux éditions Classiques Garnier, la collection Les Méditerranées et la collection Franc-maçonnerie, puisque avec cette première collection, il est vrai que on voit aussi tout son intérêt sur la sociabilité dans le pourtour méditerranéen. Et enfin, si vous regardez les émissions Secrets d'Histoire présentées par Stéphane Bern, eh bien, vous aurez peut-être remarqué que ici et là, quand il s'agit par exemple du Régent ou quand il s'agit de Voltaire et la liberté de penser, eh bien, le professeur est un expert scientifique pour cette émission. Et puis aussi, il est très très présent dans les médias et il l'a été notamment en 2022 quand il a publié un ouvrage qui a eu vraiment un très grand retentissement. Cet ouvrage s'intitulait Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot. C'est un ouvrage qui a valu au professeur un très grand intérêt médiatique. Alors parmi ces quelques livres, je voudrais vous en mentionner quelques-uns, vous qui êtes aussi intéressé par la bibliographie relative au sujet. Celui dont j'ai déjà parlé, bien sûr, de cette thèse de doctorat, L'autre et le frère, qu'il a publié aux éditions Honoré Champion. Un très beau livre aussi, plus récent, L'Europe des francs-maçons. Un autre aussi, La République universelle des francs-maçons, des Lumières aux Révolutions, et puis alors aussi des ouvrages vraiment de grande érudition, dont un tout récent aux éditions Talendier en 2025, Les sociétés secrètes, des Rose-Croix aux Anonymous, du XVIIe au XXIe siècle. Et puis alors, il a bien entendu aussi collaboré à de très nombreuses encyclopédies, de très nombreux ouvrages collectifs et notamment l'encyclopédie la plus connue et vraiment utilisée par les experts du domaine, l'encyclopédie de la franc-maçonnerie, où il a donné, je pense, plus de 45 notices signées du nom de Pierre-Yves Beaurepaire. Eh bien, chers collègues, en vous saluant à distance, je vous remercie vraiment d'être là et je vous redis, mesdames, messieurs, tout notre honneur d'avoir parmi nous ce soir le professeur Beaurepaire, qui fera donc une conférence comme d'habitude, et j'ai envie de vous dire, et puis après, le micro circulera dans cet amphithéâtre, et vous pourrez poser vos questions au professeur Beaurepaire, qui répondra grâce à la technologie, et comme d'habitude, nous clôturerons cette séance un peu avant 19 heures. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne la parole, cher professeur. Merci, monsieur le professeur. Merci, chers collègues. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous dois d'abord des excuses parce que j'ai vraiment pas cette habitude-là. Et il se trouve que le hasard des circonstances fait que pour des évaluations de programmes de recherche, j'étais à Bruxelles la semaine dernière et entre le 8 et le 10 septembre et que je me faisais une joie d'y revenir pour être parmi vous pour présenter cette conférence dans un très beau cycle où je me place après deux interventions qui forcément entreront en résonance avec celle-ci et avant celle de demain. Donc bonsoir à toutes et à tous. Nous avons, avec le professeur Leclerc, réfléchi autour de la franc-maçonnerie au thème que je
pourrais vous proposer pour cette conférence et nous avons adopté le titre que vous avez sous les yeux, que je n'ai pas modifié depuis, dans le temple de la fraternité, une fraternité maçonnique, F majuscule, vous verrez pourquoi tout à l'heure, avec, vous avez eu l'approche du littéraire, du philosophe, moi c'est celle de l'historien, une approche une approche historique. Et c'est pourquoi je voudrais débuter cette conférence en faisant trois références à des sources primaires, donc aux matériaux de l'historien, parce que c'est le propre de l'historien de vouloir revenir aux sources, aux documents qui ont été produits en un temps et en un lieu. C'est ce que je vais tâcher de faire devant vous aujourd'hui, lorsque, au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie se revendique comme étant la fraternité, avec ce F majuscule, parce que, comme auraient dit les contemporains de Luther, ad fontes, avec un point d'exclamation, aux sources, dans le sens de revenir aux sources. Donc ma première référence, eh bien, peut paraître tout à fait euh, anecdotique. C'est un petit poème, sans prétention, que je tire d'archives privées du premier XVIIIe siècle, d'archives conservées en Normandie, que le bâtonnier Jean-Claude Delaunay, bâtonnier honoraire du barreau de Caen et grand collectionneur de documents du XVIIIe siècle notamment, euh, ait pu acquérir dans un fonds, dans un exceptionnel ensemble d'archives au sujet d'une famille de la noblesse normande, la famille de Serran, et notamment avec le château qui existe toujours, que vous y avez ici, du château de la Tour à Saint-Pierre-Canivet. Et dans ce flot de papier, eh bien, il y a des documents personnels, familiaux, sur la franc-maçonnerie concernant les années 1740, à une époque où on a quasiment très peu de documents personnels, on a quasiment très peu de documentation privée sur la franc-maçonnerie, parce que tout ce qu'on a pour l'époque, ce sont soit des descentes de police, soit des listes de loges avant que les choses se calment et que, à partir de ces années, du milieu des années 1740, la franc-maçonnerie, protégée par des proches de Louis XV en France et de manière générale en Europe, à l'exception de certains territoires italiens et de la péninsule ibérique, a pu se développer de manière extrêmement rapide aussi bien en Europe que dans les colonies. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ici, on a un témoignage personnel, on a un témoignage dans un environnement familial du fait de vivre l'engagement maçonnique. Pas simplement une dénonciation policière, des documents qui ont été perquisitionnés, etc., et saisis, pas simplement des condamnations ou au contraire des apologies de la franc-maçonnerie qui sont publiées à destination du public, mais vraiment cette dimension personnelle de que signifie la fraternité. Et c'est pour ça que je voulais commencer euh, par, par ce témoignage. Et je vous ai donné quelques éléments de contexte en dessous. L'auteur donc de ces vers, c'est le sieur de Canchy, il est lieutenant général du bailliage. C'est une circonscription judiciaire. Bailliage dans le nord de la France, c'est les chaussées au sud. On dirait aujourd'hui que c'est un tribunal, pas de première, mais de seconde instance, c'est au-delà du présidial. Donc c'est un magistrat qui souhaite une bonne année 1746 à son beau-frère, Louis-François de Sérent de Saint-Loup. Et ce qui m'a beaucoup amusé dans ce témoignage inédit, c'est qu'en fait, on a quatre euh, types de fraternité qui sont mis en lien, et je trouve que ça pose parfaitement notre sujet. Euh, Frères en Dieu, frères en mariage, ils sont beaux-frères, frères maçons, ils sont tous les deux francs-maçons, frères en félicité, c'est l'époque où les ordres mixtes, euh, qui ne sont pas maçonniques, mais para-maçonniques ou périmaçonniques, comme on veut, comme l'ordre des MOPS ou ici l'ordre de la félicité, il y a aussi l'ordre de la Méduse, connaissent un très fort rayonnement à travers l'Europe.
hein, et ils appartiennent tous les deux donc l'une de ces antennes de l'ordre de la félicité en Normandie. Et donc, vous voyez qu'il met les quatre en relation. Hein. Et il termine en disant beaucoup de vœux, peu d'étalage, santé, gaieté, prospérité. Et ça, je trouve que c'est un témoignage très fort du fait que cette fraternité maçonnique, elle se vit aussi entre parents, elle se vit aussi entre chrétiens, on en parlera tout à l'heure, et aussi au sein, hein, le professeur Leclerc l'a évoqué tout à l'heure, au sein d'un ensemble de dispositifs de sociabilité dans lequel très rapidement la franc-maçonnerie euh, va prendre une position prééminente, mais où elle n'est pas seule. Et là, on en a un exemple caractéristique avec euh, l'ordre de la félicité. Et ici, Ex- ex- euh, excusez-moi, euh, j'ai déjà montré le document suivant, mais entre les deux, je voudrais citer un document beaucoup plus court, c'est pour ça que je ne l'ai pas transcrit. On est 40 ans plus tard, dans une loge qui a une très forte assise. On est à Bordeaux, la vraie loge anglaise, le 9 juillet 1786, donc vraiment 4 décennies plus tard, à la veille de la Révolution, à une époque où la fraternité maçonnique compte en France 40 à 50 000 membres, en Allemagne on est près de 30 000. Si on se place du point de vue du nombre de loges, on est entre 800 et 900 loges pour la seule France. Donc vraiment, on a un phénomène qui n'est plus du tout en train de démarrer comme dans les années 1740, mais qui a vraiment une assise très très forte. Et Bordeaux est une place intéressante parce que comme c'est le grand port sur l'Atlantique, on a des communautés maçonniques qui viennent d'Irlande, de la mer du Nord, donc de tout l'espace germanique, mais aussi des Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas, et avec énormément de visiteurs dans l'espace atlantique. Donc une loge très importante hein, qui rappelle ses origines anglaises, vraie loge anglaise, et qui dit tout simplement, hein, en tête d'un de ses documents, aimer les hommes comme des frères. Et sans anticiper sur ma conclusion, vous verrez que l'enjeu philanthropique, hein, l'amour de l'humanité, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un véritable défi au siècle des Lumières, y compris pour les francs-maçons. Et ici, même si c'est à distance, ici en Belgique et à Bruxelles tout particulièrement, quand on pense à l'histoire et à l'importance qu'une loge comme les Amis Philanthropes a pu avoir à partir de la toute fin du XVIIIe siècle et de l'âge des révolutions jusqu'à aujourd'hui, cette question de la philanthropie est vraiment hein, donc de l'amour de l'humanité est quelque chose d'important parce que les francs-maçons vont essayer hein, progressivement de la mettre en résonance avec la Philadelphie. Bien sûr, on pense à la ville de Philadelphie, mais être un Philadelphe, c'est-à-dire celui qui aime ses frères. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de voir ce point d'ancrage très personnel au départ, une relation entre beaux-frères. Ensuite, 40 ans plus tard, hein, cette affirmation, en tête de document d'une loge importante, aimer les hommes comme des frères. Et puisque je viens d'évoquer l'âge de révolution, et c'était le tableau d'ensemble que j'avais en ouverture de présentation ici, en faisant ce zoom sur les trois personnages. Un, on voit le temple en fond de tableau avec cette scène. euh, la triple union, l'union des trois ordres, un tableau de Nicolas Perceval, hein, qui se trouve toujours conservé au Musée des Beaux-Arts de Reims vers 1789 et qui fait bien évidemment écho, on le voit avec les habits que portent les trois protagonistes, eh bien, à la réunion des États généraux à Versailles,
en mai 1789. La Triple Union, c'est le nom d'une des loges de Reims. L'Union des trois ordres, c'est les trois ordres de la société. Hein. Ils se serrent la main, mais tout le monde ne regarde pas nécessairement. Hein. Il y a le représentant de la noblesse, du clergé et puis du tiers-état, en réalité, pour l'essentiel, de la bourgeoisie. Qu'elle soit de robe, hein, qu'elle soit composée d'avocats ou d'autres professions. Mais en tout cas, il y a cette dimension-là avec en arrière-fond la fraternité maçonnique, hein, le temple de la fraternité entre lesquels elle combat, façon de suggérer que est-ce que de la même façon qu'on a cultivé la fraternité dans le temple, dans cette triple union, on peut aspirer, hein, et on verra que la situation sera bien évidemment très différente, et ça très rapidement après l'ouverture des travaux des États généraux en 1789, si on peut aspirer à cette union des trois ordres qui viendrait régénérer la nation, puisque, bien évidemment, c'est le terme qu'on emploie beaucoup plus à cette époque-là que celui de révolution pour expliquer l'idée qu'il doit y avoir un pacte fondateur, un pacte fédératif qui permettrait eh bien, de fondre ces ordres, hein, de ce qui va s'appeler l'Ancien Régime dans la nation régénérée. Donc, il me semble que ces trois témoignages personnels, un d'une loge elle-même et puis ce tableau de Nicolas Perceval, permet de nous poser la première question, c'est qu'est-ce qui est en jeu ici? Et en quoi, bien évidemment, la fraternité maçonnique est singulière, mais en quoi elle interroge aussi les questions des relations entre les contemporains au XVIIIe siècle et bien sûr par la suite. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie se définit comme la fraternité avec un F majuscule. Elle dit, le terme n'est pas unique, hein. Elle peut dire aussi la royale, hein. Euh, c'est un terme qu'on emploie très fréquemment. Et ses frères, et ses membres, pardon, comme des frères, avec un F majuscule, auquel on donne du mon ou mes très chers frères, hein. Se posera aussi la question par la suite, peut-on étendre la fraternité, hein, vaste débat jusqu'à aujourd'hui compris au sein de la franc-maçonnerie, aux sœurs. Alors, donc, sans attendre Baudelaire et le droit naturel de choisir ses frères, eh bien, la franc-maçonnerie, elle revendique la possibilité de faire des amis choisis, hein, et je fais ce signe de citation parce que de nombreuses loges choisissent au XVIIIe siècle, on dit comme titre distinctif, comme nom d'atelier, choisissent de s'appeler hein, les amis choisis, et pas simplement les amis réunis, etc. Ceux que l'on choisit. Donc, comment peut-on faire d'amis choisis des frères? Comment peut-on cultiver des liens d'amour fraternel? Ça aussi, c'est une expression qui apparaît souvent, qui permettent de transcender les différences. Et là encore, j'ai fait une citation d'un document maçonnique fondateur, hein, celui des constitutions dites d'Anderson de la Grande Loge de Londres en 1723, réunir ce qui est épars, hein, qui est encore une des devises de la maçonnerie mondiale aujourd'hui. Donc, ce faisant, la franc-maçonnerie explore de nouvelles relations sociales qui perturbent aussi, il faut bien le reconnaître, le monde profane. C'est pour ça que je garde encore un instant ce tableau. Profanum au sens de celui qui reste hein, sur le seuil, en dehors du temple. Hein, ça veut d'abord dire ça. Et qui peuvent aussi ébranler les normes d'Ancien Régime, d'où ma référence à ce tableau. Alors, il faut bien imaginer que, il y a souvent une forme d'incompréhension à l'époque suscitée par cette interprétation nouvelle du lien fraternel et que cette incompréhension, elle provient aussi bien du commun des profanes, et je vous donnerai un certain nombre d'exemples dans quelques instants, que des représentants de l'Église catholique qui y voient à la fois un risque de concurrence, le cosmopolitisme maçonnique rivalisant avec
ses prétentions, hein, celles du catholicisme au sens propre, catholicos, à l'universel, et aussi comme une menace d'indifférenciation confessionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'était un des seuls points un petit peu complexes. Il y a dès le début, dans les condamnations euh, de la franc-maçonnerie par l'Église catholique, et on l'a jusque dans les versions les plus contemporaines, hein, qui bien évidemment ne sont pas du tout formulées dans les mêmes termes, etc., que les bulles d'excommunication des années 1738 et 1751, mais il n'empêche qu'il y a cette peur de l'indifférenciation confessionnelle, savoir comment peut-on considérer comme frère aussi bien un catholique qu'un protestant. Voilà. Au sein, hein, c'est pour ça que je dis indifférenciation confessionnelle dans le champ du christianisme. Et parce que ce qui inquiète, c'est ce qu'on a appelé le latitudinarisme, hein, comme latitude, le latitudinarisme newtonien. Hein, Newton est celui qui est vraiment la grande figure de la Royal Society de Londres, hein, l'Académie des sciences de Londres. Et cette Académie des sciences de Londres, la Royal Society, elle est intimement liée, hein, enfin, ses membres sont intimement liés à la naissance de la première grande loge, hein, de Londres, hein, future Grande Loge d'Angleterre, etc., avec tous ses avatars jusqu'à aujourd'hui, en 1717, celle qui s'est dotée des constitutions que j'évoquais il y a un instant de 1723. Et le latitudinarisme newtonien, c'est d'insister plus sur ce qui nous rapproche que sur ce qui nous divise. Et c'est précisément ça qui fait problème. Alors, je ne caricature pas je ne force pas le trait, je ne caricature pas du tout les choses. Si vous êtes catholique dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, n'en déplaise à Voltaire, il y a toute forme d'interdit qui vous frappe, etc., hein. Donc, ce latitudinarisme, il concerne d'abord la mosaïque protestante. Mais il n'empêche qu'il a permis aux francs-maçons donc de se retrouver entre catholiques et protestants, entre papistes, comme on disait à l'époque, et protestants, avec une forme d'abord de neutralité bienveillante et ensuite d'éveil à la fraternité. Et ça, bien évidemment, ça bouscule complètement les cadres intellectuels, mentaux et les normes de la société de l'Ancien Régime euh, et pas seulement en France, hein, en pays catholique. Et donc, ça pose bien évidemment euh, de, de problèmes, des problèmes. Et à ceux qui lui reprochent bien évidemment cette forme d'indifférenciation que représenterait une sorte de fraternité euh, universelle par-delà les communautés et les groupes, eh bien, les apologies de l'ordre maçonnique, et ça n'est pas un hasard, elles sont nombreuses dès les années 1740, se chargent de répondre, pas toujours avec succès, parce que bien évidemment, si vous êtes en train d'écrire une apologie, c'est que vous êtes sur la défensive, hein, et donc ça peut permettre aussi de relancer les attaques, mais en tout cas, il tente d'expliquer à la fois la spécificité de la franc-maçonnerie, son caractère irréductible à tout lien profane, hein, c'est-à-dire que ça rend difficile pour un profane de comprendre ce qu'est ce lien fraternel, puisque sa fraternité repose sur le lien unique forgé par l'initiation partagée. Autrement dit, comme le dit un célèbre quatrain du XVIIIe siècle, Quatrain de Rico, en fait, pour comprendre la franc-maçonnerie, il faut devenir franc-maçon à cette époque-là. Et bien évidemment, ça crée autant de frustration quand vous insérez ça dans une apologie de l'ordre maçonnique à destination des profanes pour leur expliquer qu'en réalité, cette fraternité est tout à fait innocente, hein, elle est tout à fait elle n'est pas concernée par euh, les critiques et les condamnations qu'on peut lui faire, mais par définition, comme ce lien est indicible, puisqu'il est lié à cette fraternité partagée, hein, lors de l'initiation et ensuite, bien évidemment, hein, c'est difficile à expliquer. Et d'une part, on a ces apologies, et puis d'autre part, eh bien, la franc-maçonnerie répond, hein, notamment à ces attaques venues de l'Église catholique romaine, en protestant de sa fidélité à la fois au grand architecte de l'univers, hein,
la question ne se pose pas à cette époque-là, à la différence de ce que la Belgique puis la France ont connu donc dans le dernier tiers du 19e siècle, un protestant de sa fidélité à la fois au grand architecte de l'univers et à la foi de chacun, hein, foi et foi. Et donc ça, c'est cette double réponse qui, bien évidemment, est un fondement de la fraternité maçonnique, mais qui, dans le contexte de l'époque, détonne complètement et est tout à fait difficile à faire admettre. Et ensuite, donc c'est ça qui est en jeu ici, cette fraternité choisie. Et cette fraternité choisie, eh bien, euh, il faut reconnaître que, bien évidemment, elle connaît une réussite considérable à cette époque-là. Donc, il y a un effet d'entraînement après très important. Pourquoi? Parce qu'au départ, on n'y voit qu'une simple mode anglaise, hein, avec l'anglomanie de la première moitié du XVIIIe siècle. Et on se dit, sur le continent, on s'en passera très vite. Une nouvelle mode chassera l'autre. Et comme tout à l'heure, le professeur Leclerc a eu la gentillesse de citer l'Europe des francs-maçons. Ben, dans cet ouvrage, j'ai pu établir que au XVIIIe siècle, hein, on est entre 200 et 300 000 membres. J'évoquais tout à l'heure 40 à 50 000 pour le seul Royaume de France. On n'a aucune autre forme de sociabilité volontaire, hein, choisie, qui atteint de tels effectifs. Et donc, on est devant un phénomène massif à cette époque-là, hein, aussi parce qu'il est répandu sur l'ensemble du continent et bien au-delà. Pour autant, si la franc-maçonnerie est un phénomène nouveau, elle n'émerge pas de nulle part. Et je pense que pour comprendre la fraternité maçonnique, ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi issue du monde des confréries, hein, des confréries plus traditionnelles, dont elle reprend à la fois le vocabulaire et les usages. Nombre de loges choisissent par exemple des noms de saints comme titre distinctif. Toutes fêtes la Saint-Jean d'hiver, la Saint-Jean d'été, ont des frères hospitaliers, insistent sur leur dimension charitable, se dotent, avant que bien évidemment ça se sécularise progressivement, de charité en bienfaisance et de bienfaisance en philanthropie. Mais alors que en France, en Belgique, on insiste sur la dimension philanthropique, encore dans le monde britannique, hein, et anglophone de manière générale, on insistera sur les charities. Donc c'est intéressant de voir tout ce spectre aussi. Donc elles insistent sur la dimension charitable et elles se dotent pour les grades supérieurs de chapitres, exactement comme on aurait dans euh, le cadre religieux. Et si l'appartenance à une confrérie qui est liée au métier, au voisinage, sous l'Ancien Régime était quelque chose d'obligation, hein, ou de tradition familiale, eh bien, dans le cadre de la franc-maçonnerie, le grand changement, c'est que, alors qu'elle émerge de ce monde des confréries, elle procède d'un choix et d'une démarche individuelle. Et ça, c'est à mon avis le changement radical entre la sociabilité dite d'obligation, la sociabilité choisie, qui fait que on va choisir ses frères et ses confrères. La franc-maçonnerie, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut dire qu'elle s'épanouit alors dans un environnement social fait de société. On ne parle pas de salon en fait à l'époque, hein, c'est plutôt un terme qu'on emploie au début du 19e siècle et au 19e siècle, alors qu'à l'époque on parlait de salon, de cercle, de club, de nobles jeux. Dans le nord de la France et en Belgique, on se réunit dans des nobles jeux de l'arquebuse et de l'arbalète. Donc toute cette forme de sociabilité, deux clubs de golf aussi, aussi bien en Amérique qu'en Écosse, qui sont liés aux loges, ou alors les loges souhaitant les ajouter à leur offre de divertissement et de sociabilité, hein, agrègent des clubs de golf, des nobles jeux. Moi, j'en avais étudié à Dunkerque, par exemple, et d'autres, on en a d'autres exemples, y compris pendant les révolutions, les anciens nobles jeux de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse qui choisissent, hein, de prendre une apparence maçonnique. Donc c'est pas un phénomène isolé, elle naît des confréries et elle tisse tout un espace relationnel et confraternel avec d'autres formes
de fraternité, hein, et d'amitié choisie qu'elle articule à sa propre offre. La grande différence, c'est que bien évidemment, il y a une initiation, hein, qui donne un point de naissance, hein, par la mort à la vie profane, et bien à l'entrée dans cette fraternité choisie. Et donc c'est un autre point essentiel, même si elle a ces liens de proximité, hein, et même plus d'affinité très forte avec ces autres sociétés. Elle revendique sa différence. Elle propose sa propre interprétation de la Philadelphie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'amour que se portent les frères, en la projetant au-delà de ces liens de proximité familiale, professionnelle ou confessionnelle. Et ça, c'est très tôt, dès l'époque donc de fondation de l'ordre. Et pour vous le montrer, hein, alors que c'est un texte tout à fait normatif et statutaire, hein, les fameuses constitutions de 1723, réécrites en 1738 que j'évoquais tout à l'heure et que vous avez là sous les yeux, on insiste, vous voyez, sur le changement, réunir ce qui est épars alors qu'on est dans un cadre tout à fait conventionnel. Mais quoique dans les temps anciens, les maçons fussent obligés dans chaque pays d'être de la religion de ce pays ou nation, quelle qu'elle fût, aujourd'hui, il a été considéré plus commode, vous voyez la précaution, de les astreindre seulement à cette religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord, laissant à chacun ses propres opinions. Par suite de quoi, la franc-maçonnerie devient le centre de l'union, un terme qu'on emploie encore aujourd'hui très couramment, est le moyen de nouer une amitié fidèle parmi des personnes qui auraient pu rester, hein, à une perpétuelle distance. Et c'est ainsi que s'ouvrent les constitutions d'Anderson, et le texte indique que ce texte-là doit être lu à chaque réception d'un frère dans l'ordre. Et bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de cette profession de foi, maçonnique et fraternelle, on a tout de suite le contrepoint lié au contexte social de l'époque, et bien évidemment, pour ne pas donc euh, mal interpréter euh, le sens de la fraternité, hein, qui est proposé au début du XVIIIe siècle, il faut, hein, mettre dans l'autre plateau de la balance ce qui suit et qui vient circonscrire, eh bien, le champ de la fraternité. Le document poursuit: les personnes admises comme membres d'une loge doivent être des hommes bons et loyaux, nés libres, ayant l'âge de la maturité d'esprit et de la prudence, ni serfs, ni femmes, ni hommes immoraux ou scandaleux, mais de bonne réputation. Et ça, bien évidemment, ça vient tout de suite resserrer euh, le champ de sa fraternité, mais aussi d'une forme de citoyenneté maçonnique. Et ça, j'insiste là-dessus parce que vous vous souvenez du tableau de tout à l'heure en 1789, quand cette Assemblée nationale constituante née de la réunion des États généraux va se fixer comme pour but de donner une constitution, celle de 1791, eh bien, elle finira par en exclure, bien évidemment, hein, dans le contexte de l'époque, la question ne se pose même pas les femmes, mais aussi les mineurs, tous ceux qui sont liés à un ordre religieux par un vœu, parce qu'ils sont considérés comme n'étant pas indépendants. Et puis on va inscrire aussi un certain nombre de critères qui sont ceux du suffrage censitaire, qu'on va retrouver très largement en Europe au XIXe siècle, hein. Pour 1791, c'est que si vous ne payez pas l'équivalent de 3 livres d'imposition, eh bien, vous n'êtes pas électeur. Et si vous ne payez pas l'équivalent de 50 livres, entre 3 et 50, vous êtes électeur, mais non éligible. Autrement dit, il y a des citoyens actifs et des citoyens passifs. Donc, c'est très important de se dire que même quand on va fonder cette République universelle des francs-maçons, on peut avoir donc l'universalité à géométrie variable, bien évidemment. Et ça, il faut absolument pas l'oublier.
parce que derrière les professions de foi qui sont maintenues, à titre de comparaison, là on est sous le consulat de Bonaparte, avec une loge qui est d'origine danoise au départ, qui s'est installé à Paris, près de l'ambassade de Danemark, et qui reprend toutes les professions de foi précédentes, hein. Les membres sont attachés, hein, ça c'est moi qui l'ajoute, inébranlablement à ce principe fondamental de la maçonnerie, que tous les maçons répandus sur la surface de la Terre ne forment qu'un seul peuple de frères, mais bien évidemment, il y a des conditions préalables à l'entrée dans cette chaîne d'union, à entrer dans la fraternité, et ça exclut notamment pendant très longtemps, on discutera, puis il y aura peut-être sans doute des questions à propos de la maçonnerie, la maçonnerie des dames, devenue ensuite maçonnerie d'adoption, y compris avec la question des femmes. Et donc ça me paraît tout à fait important, hein, de prendre en compte ces réserves, y compris quand elles ne sont pas exprimées, mais vous verrez tout à l'heure que parfois elles sont exprimées très très clairement pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu sur qui pourrait taper à la porte du temple, soit en ayant été préalablement initié en venant comme visiteur, soit en sollicitant l'initiation dans la perspective de devenir un frère. Alors bien évidemment, à ces valeurs-là, comme je le disais avec les apologies, eh bien, les francs-maçons doivent les expliquer, les exposer, parce que eh bien, ça pose problème dans l'armature intellectuelle et mentale du XVIIIe siècle, parce que finalement, si euh, si tous ses membres sont frères, si aussi les colonnes du temple ont vocation à être repoussées progressivement pour embrasser l'ensemble du cosmos, hein, l'ensemble de l'œcumène, l'ensemble des terres connues, est-ce que, euh, eh bien, comment faire accepter que dans le même temps, les loges se tiennent discrètement, parce que la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, mais une société discrète, comment elles se tiennent dans la discrétion du temple, hein, pour le fermer, hein, c'est le rôle du frère couvreur, pour le couvrir au regard des profanes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui restent à l'extérieur du temple. Donc, vous voyez ici l'une des plus célèbres apologies de la franc-maçonnerie, 1744, le secret des francs-maçons. Lorsque nous sommes rassemblés, nous devenons tous frères. Le reste de l'univers nous est étranger. Et bien évidemment, tout cela eh bien, euh, suscite encore plus la curiosité des profanes, parce que c'est d'emblée pointé du doigt ce qui fait la force et l'originalité du lien fraternel que tissent les francs-maçons en loge, hein, lorsqu'ils nous sont rassemblés dans le temple, que les portes du temple sont closes, eh bien, nous devenons tous frères, et il y a une sorte de séparation hermétique par rapport au monde profane. Alors, bien évidemment, comme dans les confréries charitables de l'Europe moderne, je parlais tout à l'heure de ce lien avec ce monde des confraternités traditionnelles, les frères en maçonnerie se doivent assistance, se promettent des secours mutuels en s'embrassant, en se donnant l'accolade. Ils éprouvent, hein, physiquement, ils mettent à l'épreuve la chaleur du lien fraternel. Et l'initiation partagée dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elle scelle ce lien, et à la fin de chaque année, les frères, à la fin de chaque tenue, pardon, donc à la fin de chaque assemblée, à chaque réunion, les frères éprouvent la chaleur, hein, et la solidité de la chaîne d'union, hein, en éprouvant singulièrement les maillons. Et chaque nouvel initié est un nouveau maillon qui vient s'intégrer à cette chaîne d'union. Donc, ils sont frères, hein, et ils ont désormais des signes de reconnaissance, un vocabulaire propre, un véritable langage maçonnique qui les distingue des profanes. Et donc, cette fraternité choisie est bien le véritable secret des francs-maçons et le gage d'une sociabilité incomparable. Et c'est ça la difficulté à comprendre pour les profanes du XVIIIe siècle, mais c'est vrai largement
jusqu'à aujourd'hui, que ce secret des francs-maçons, ça n'est pas un secret qu'on pourrait révéler, hein, c'est un lien, et c'est un lien fraternel. Et c'est le fait de vivre cette Philadelphie, cet amour fraternel. Donc ce secret des francs-maçons, il ne comporte en soi aucune révélation mystique, et c'est précisément pourquoi les profanes du XVIIIe siècle ont du mal à comprendre que sans attendre, puisque on vous a parlé de Baudelaire, hein, sans attendre le Baudelaire de l'anniversaire de la naissance de Shakespeare, les fils d'Hiram, comme on nomme alors les francs-maçons, en référence à l'architecte du temple de Salomon et figure emblématique de l'ordre, eh bien, revendiquent le droit de choisir leurs frères, de choisir les frères avec lesquels pardon, ils goûteront au plaisir de cette société. Et ça pose la question de savoir comment peut-on choisir ses frères. Par ailleurs, comment peut-on reconnaître et aimer, on le voit, c'est sous-jacent dans cette citation, comment peut-on reconnaître et aimer comme frères ceux qui, avant leur entrée dans le temple, étaient parfois de parfaits inconnus, ou qui peuvent venir de l'autre extrémité de la République universelle des francs-maçons, qui frappent en maçon régulier à la porte du temple, munis de lettres de recommandation qu'on a au XVIIIe siècle, de passeports maçonniques. Hein, Joseph de Maistre, alors pas encore le penseur de la contre-révolution, mais alors jeune franc-maçon, dit que c'est un passeport pour la lumière. Eh bien, qui, avant de frapper à la porte du temple pour solliciter, pour éprouver cette Philadelphie, hein, et cette philanthropie maçonnique, vous sont totalement inconnus. Et cette perplexité des profanes face à cette irréductibilité du lien maçonnique à tout autre, elle est parfaitement exposée dans une autre apologie, le parfait maçon, où les véritables secrets des quatre grades d'apprentis, compagnons, maîtres ordinaires et écossais de la franc-maçonnerie. On est toujours dans ces mêmes années décisives, les années 1740. Et là, on a un dialogue fictif entre deux amis, Lysidore et Clisandre, hein, un profane et son ami franc-maçon. Et bien évidemment, et le dialogue montre que c'est la question de cette fraternité choisie qui est vraiment au cœur de l'interrogation des profanes par rapport à la franc-maçonnerie, mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'aux autorités ecclésiastiques qui voient une forme de concurrence par rapport à la fraternité en Christ. Clitandre dit, bon, c'est de quoi il s'embarrasse le moins. Et je me trouve tous les jours dans nos festins à côté de gens dont les noms ne me sont seulement pas connus, quoique je les appelle mes frères. Élisidore, le profane, montre toute sa perplexité. J'ai peine à comprendre, je vous l'avoue, le mérite d'un aussi extraordinaire assemblage. Car pour qu'un repas soit aimable, il faut que les différents caractères se rapprochent et se refondent, pour ainsi dire, l'un dans l'autre. Et un tel accord ne peut régner qu'entre des personnes qui se connaissent un peu. Alors, est-ce que les francs-maçons, une fois ces professions de foi indiquées, ces apologies publiées, se conforment à cet idéal de la fraternité? Et là, je pense qu'il est très intéressant de mobiliser des sources, hein, du point de vue de l'historien, qui permettent de comprendre comment les membres de l'ordre vivent leur engagement dans l'ordre et ne relèvent pas simplement de statuts, de règlements, d'obédience ou les sacrimonies que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai commencé par cet exemple assez extraordinaire dans cette archive familiale normande, hein, pour vous montrer comment on pouvait l'insérer même dans des vœux de bonne année entre beaux-frères qui manifestement s'aiment beaucoup. Alors, je vais prendre un autre exemple ici qui est tout à fait intéressant parce que on est dans un autre univers géographique et culturel, mais c'est tout à fait saisissant. C'est l'exemple d'Alexander Drummond, D-R-U-2-M-O-N-D, qui est un consul britannique au Levant, au Proche-Orient. Il a été vice-consul à Alexandrette de 1745 à 1750, et puis consul à Alep de 1750 à 1758. Alexandrette, c'était une petite échelle. Alep, c'est une très grande échelle commerciale au Levant à cette époque-là, un emporium en fait, hein. On dit échelle au XVIIIe siècle, qui fait des commerces de toile dans tout le Levant. Et ce consul britannique
Drummond, hein, eh bien, il a une correspondance personnelle à côté de sa correspondance consulaire et elle est riche en témoignages personnels. C'est aussi un homme assez représentatif de ces curiosités du XVIIIe siècle, notamment dans le domaine des consuls, parce que les consuls sont très nombreux en Méditerranée et ils sont antiquaires au sens de collectionneurs d'antiquités, ils sont voyageurs, il échange des informations, des objets, des conseils de lecture avec ses pairs, y compris même, par exemple, avec André-Alexandre Lemaire, qui lui est le consul français à Chypre dans les mêmes années, 1741-46, alors que les deux puissances sont rivales, hein. On est pendant la guerre de succession d'Autriche pendant cette période-là, entre 40 et 48, et aussi avec de nombreux amis. Et sur le plan maçonnique, Drummond est à la fois quelqu'un qui est très actif, il fonde des loges, il est membre actif de très nombreuses loges Constantinople, Alep et Smyrne, Izmir aujourd'hui. Il procède à de très nombreuses initiations, aussi bien parmi les consuls que parmi les négociants et le personnel des factories. Et quand il change d'affectation, c'est le lien épistolaire et la correspondance dans l'univers maçonnique, comme dans tout l'univers du XVIIIe siècle, on ne parle pas de la République des lettres pour rien, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est ce lien épistolaire qui maintient, hein, le lien de fraternité avec ceux qu'il a pu connaître au fil de ses affectations. Dans ses lettres, il les appelle toujours de manière très chaleureuse, non seulement ses frères, mais ses fils, ses enfants, hein, ceux qu'il a initiés. Et ça lui permet ainsi, euh, ce côté chaleureux, de tisser, d'entretenir un réseau fraternel pendant plus de 2 décennies. Je vous donne un exemple. Dans une lettre du 24 mai 1748, il est encore à Alexandrette, c'est une lettre qu'il envoie à Samuel Crowley, qui lui est à Smyrne. Ça donne le ton du type de correspondance personnelle que Drummond entretient. Je suppose que mon fils, Monsieur Justa, est consul de Suède et maintenant vénérable maître de votre loge. Pas grand maître, ce qu'il ne peut pas être, s'il n'est pas choisi par la Grande Loge. Je me réjouis d'entendre que lui et mes autres enfants ne sont pas seulement instruits dans l'art royal, je vous ai dit tout à l'heure que c'était synonyme de fraternité maçonnique, mais que la vertu, l'harmonie, la bienveillance règnent parmi vous quand vous êtes ensemble. Donc la fraternité, selon Drummond, est clairement inclusive et elle prend tout son sens lorsque ses membres sont, selon l'expression consacrée des francs-maçons au XVIIIe siècle, dispersés sur les deux hémisphères. Mais comme vous l'avez vu euh, avec le poème de tout à l'heure, c'est exactement à la même période que dans un cadre tout à fait différent, la Normandie rurale, la région de Caen, la plaine de Caen, la région de Falaise, eh bien, on a aussi des témoignages très spontanés et chaleureux de la force des liens fraternels qui unissent les francs-maçons, mais aussi où s'entrecroisent des liens familiaux et amicaux. Alors j'ai cité bien sûr ces vœux en ouverture, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'unique dans les documents. Quelques mois plus tard, le 9 juin 46, tout à l'heure on était pour la nouvelle année, euh, le même seigneur, le même sieur de Cangier écrit à Sérent de Saint-Loup en lui donnant du cher petit frère. Il multiplie les marques d'affection tout en adoptant une signature ostensiblement maçonnique, en esquissant sous son nom le tracé d'une étoile flamboyante. Et c'est vrai aussi dans cette société, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la félicité, c'est un ordre mixte, paramaçonnique mixte, hein, hommes et femmes. La propre sœur de Sérent de Saint-Loup, elle n'est pas du tout en reste. Quand elle écrit dans cette même correspondance, un exemple, elle dit par exemple, c'est ainsi qu'il faut être et que l'on est quand on a le cœur fait comme nous. Et ce cas n'est absolument pas isolé et je pense que c'est vraiment une des caractéristiques de l'enracinement de ce lien fraternel que proposent les francs-maçons au XVIIIe siècle. J'en veux aussi pour preuve, là aussi, une autre région, toujours à la même époque, entre deux hommes qui, l'un, Bertin du Rocheret, donc là on n'est pas dans le consul anglais au Levant, on n'est pas dans le noble normand, on est dans un magistrat, euh,
donc de la région d'Épernay, hein, là où on produit le champagne, et il est même producteur lui-même de champagne qu'il vend euh, à Paris. Et Bertin du Rocheret, hein, Philibert Valentin Bertin du Rocheret, est aussi connu des historiens parce que c'est un collectionneur de nouvelles à la main, de nouvelles informelles de cette époque-là, de textes. On a notamment les variantes du fameux discours du chevalier de Ramsay des années 1736-1738, qui sont le texte fondateur de la franc-maçonnerie sur le continent en complément des constitutions que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui, comme Drummond, sait se faire aimer de ses frères. Et notamment, il a un grand ami venu du Pays Basque, le chevalier de Bella, brigadier des armées du roi, hein. C'est l'équivalent au-delà de maréchal de camp, d'un général de brigade aujourd'hui, qui, à la veille de Noël 1748, lui écrit: Je vais à Épernay ou à Haï pour vous voir, embrasser, vous jurer que je vous aime et que je vous adore et vous jurer une constance éternelle. Je sens pour vous tout ce que l'absence peut faire à un amant passionné pour sa maîtresse. C'est des témoignages particulièrement forts que l'historien américain Kenneth Loisel a pu exploiter tout simplement en travaillant sur cette fraternité, hein, et ces liens d'amour fraternel entre hommes au sein des loges. Et il faut bien imaginer que euh, ces liens peuvent parfois avoir des conséquences, enfin, représenter des prises de risques, hein. Je vous l'ai dit un instant, Bertin du Rocheret eh bien, est magistrat, hein, lui-même. Eh bien, il n'hésite pas, par exemple, à aider un frère comme le marquis de Tavannes à fuir à l'étranger pour échapper aux foudres de la justice et à d'une condamnation à mort par contumace pour enlèvement. C'est un enlèvement amoureux, hein, en réalité. Mais tout marquis qu'il est, le marquis de Tavannes risquait la peine de mort, hein, une condamnation à mort par contumace. Eh bien, Bertin du Rocheret a pris le risque de l'aider à fuir à l'étranger parce qu'il estime que la fraternité se vit en acte, hein. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important d'insister dans ce cadre-là sur le fait qu'il est un magistrat. Alors, une fois qu'on a vu cette force du lien fraternel, il faut se poser la question de savoir si, est-ce qu'avec l'extension de l'ordre, hein, l'augmentation des effectifs, la dilatation dans l'espace donc du temps de la République universelle des francs-maçons, est-ce que on peut faire un lien entre extension de l'ordre et altération des liens fraternels, ou alors, comme au temps des pionniers de l'ordre, eh bien, ces liens restent particulièrement forts. Autrement dit, quand on passe de quelques centaines ou milliers de francs-maçons à plusieurs dizaines de milliers, est-ce que les liens fraternels se maintiennent aussi forts ou peuvent s'altérer? Et là, je trouve qu'il y a un témoignage qui est très intéressant. C'est le hasard, il se trouve que lui aussi est magistrat d'origine franco-suisse. Le baron de Tchoudi, c'est un auteur maçonnique du XVIIIe siècle très connu, qui a été aussi aventurier en Russie, journaliste là-bas où il a édité le Caméléon littéraire. Enfin, quelqu'un qui, venant du Parlement de Lorraine, a été quelqu'un qui donc a eu de très nombreuses activités. Et dans un ouvrage à la fois très personnel et qui a un succès considérable à cette époque-là, L'Étoile flamboyante ou la Société des francs-maçons considérée sous tous ses aspects, il donne deux témoignages personnels qui me semblent intéressants parce que euh, on voit, sinon la contradiction, en tout cas les limites posées à la fraternité. Et j'insiste notamment sur le fait que cet ancien conseiller au Parlement de Metz a créé de nombreuses loges en Europe, enfin, a vraiment participé à cette diffusion maçonnique. Regardez le premier extrait. Cette compagnie
bien évidemment, on voit le terme qu'on peut utiliser à l'époque pour les académies, pour là aussi une magistrature, etc. Mais pour lui, cette compagnie, c'est la fraternité maçonnique, hein, c'est la franc-maçonnerie. Cette compagnie ne doit pas être bornée par une contrée, une nation, un royaume, une province, en un mot, par un lieu particulier, mais elle doit se répandre par toute la terre habitable, qu'une religion sainte est claire, où la vertu est connue, où la raison est suivie. C'est toute la dimension de cosmopolitisme maçonnique que j'évoquais tout à l'heure. Car un bien universel ne doit pas être renfermé dans un petit lieu resserré. Au contraire, il doit être porté partout où il se rencontre des sujets propres à le recevoir. Et là, on se dit, c'est classique de la profession de foi, euh, donc universaliste de formation du XVIIIe siècle, et en plus, lui, l'a mise en œuvre en créant des loges partout. Mais, du même, on lit dans le même ouvrage, il y a dans le monde maçonnique une foule d'animaux qu'il est dangereux d'apprivoiser. Dès le premier quart d'heure, ils sont à l'aise. Au second, ils vous mangeraient dans la main, et c'est moi qui souligne la fin de la phrase, on peut être frère sans cela. Autrement dit, ce que Tchoudi et de nombreux frères comme lui craignent à partir des années 1760 et l'explosion des effectifs maçonniques, c'est à la fois un abaissement du seuil social de recrutement des loges, des termes très violents, hein, une foule d'animaux, etc., les conséquences d'une ouverture non maîtrisée aux femmes, qui viendrait altérer un lien fraternel qu'il n'imagine pas mixte. Et en plus, il n'imagine pas le dépassement des barrières, ou le dépassement ou le déplacement des barrières confessionnelles au-delà d'un œcuménisme chrétien. Il y a cette triple menace, donc ouverture sociale, la question des femmes, et peut-on aller au-delà hein, d'un œcuménisme chrétien, d'un œcumène chrétien? Triple menace qui explique les appels à l'époque à une réforme maçonnique dans les années 60, pensée comme une refondation. En fait, on trouvait que la franc-maçonnerie s'était trop développée et qu'il fallait la resserrer. Et cet appel, on dit à l'époque à une réformation, hein, euh, et on parle ensuite de la réforme maçonnique. Cet appel à une réformation se cristallise notamment autour d'un projet qui est à la fois chevaleresque et chrétien, celui de la stricte observance templière, qui est parti de Saxe, qui a connu un réel succès à travers tout le continent européen, donc à partir des années 1760, parce qu'un nombre croissant de frères n'acceptent plus la perspective tracée par la fraternité latitudinaire des années 1720-1740, qui était figurée ici dans un livre majeur de l'époque, qui est une immense entreprise éditoriale des Lumières publiée aux Provinces-Unies, hein, à la fois par l'imprimeur Jean-François Bernard et par le fameux graveur Bernard Picard, cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, hein, une immense entreprise éditoriale dont Margaret Jacob, Lynn Hunt et le professeur Meinhardt ont pu dire qu'il va changer le regard de l'Europe sur le monde, donc un ouvrage majeur que ceux qui connaissent, dont vous voyez ici donc euh, l'un des volumes, et surtout que celles et ceux dans l'assistance qui connaissent la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle vont tout de suite reconnaître cette planche gravée qui est donc à l'intérieur donc la dissertation, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, consacrée à la franc-maçonnerie. Elle est insérée dedans dans l'un des volumes de cérémonies et coutume religieuse, et donc souvent on la sort de son contexte en disant voilà, on voit les matricules des premières loges fondées par Londres au XVIIIe siècle, mais en fait ce texte était inséré dans une dissertation, hein, elle-même, donc une dissertation sur les francs-maçons, elle-même insérée
dans l'un des volumes de cérémonies et coutumes religieuses du peuple du monde. Et c'est quelque chose de tout à fait intéressant parce que on a une sorte de but témoin ici, alors que 30 ans après, dans les années 60, ça va être contesté de précisément ce qu'est pardon, de ce qu'est la franc-maçonnerie, de ce qu'elle a voulu être à partir de 1717 et 1723. Et ce texte-là, 30 ans plus tard, eh bien, quelqu'un comme Tchoudi ne se reconnaît plus du tout là-dedans. Regardez ce qui était écrit, hein, et c'est intéressant hein, que cette dissertation, on ne l'a pas mis n'importe où dans cette vaste entreprise éditoriale, on l'a mis dans le tome 4, celui qui comprenait les anglicans, les quakers, les anabaptistes, etc. Mm. Euh, donc c'est à l'intérieur qu'on l'a placé, et voilà ce qui est écrit, pardon, une des règles de la confrérie est de se regarder tous comme frères. Je suis désolé si j'ai le petit retour, je vois pas le texte, je vais le remettre après. Se regarder comme, tous comme frères. Et l'on ajoute aussi qu'ils doivent s'assister, se communiquer mutuellement leur lumière, leur opinion, leurs services, leurs bourses et leurs conseils. On peut donner, donc s'assister les uns les autres. On peut donner, excusez-moi, pour chose certaine que la confrérie est composée de seigneurs, de ducs et pairs, de jurisconsultes, de médecins, de théologiens, de négociants, de gens de boutique, d'artisans, et là, bien évidemment, on ne fait que descendre socialement, et même de crojeteurs. Et donc ça, bien évidemment, ça c'est tout à fait euh, inacceptable dans les années 1760 parce qu'on considère, avec Tchoudi et beaucoup d'autres, que dans ce cas-là, on ne pourra plus rester l'art royal et revendiquer partout la protection des rois, voire, comme en Prusse, en Suède et au Danemark, une reconnaissance officielle. Donc, la question, c'est comment fait-on pour garder le lien d'une fraternité choisie, élective, alors que les effectifs explosent? Eh bien, cette question, elle n'est pas liée simplement à des auteurs comme Tchoudi, au sein, par exemple, du Grand Orient de France, qui à ce moment-là entreprend sa propre réforme de l'ordre maçonnique. En France, ça a lieu en 1771 et 1773. Il n'y a plus la Grande Loge, il y a le Grand Orient, hein, et son administrateur général, hein, le duc de Montmorency-Luxembourg, sous l'autorité du duc de Chartres, puis du duc d'Orléans, le Philippe égalité de la Révolution, mais c'est le duc de Montmorency-Luxembourg qui la promeut, eh bien, est celui qui estime, comme en Allemagne, hein, comme en Scandinavie, que le temps est venu de resserrer des liens fraternels au profit de ceux qui, par leur qualité morale et surtout sociale, donc profanes, c'est le paradoxe, sont dignes d'être reçus maçons et susceptibles de vivre cet ethos fraternel. Voilà ce que le Grand Orient écrit, par exemple, à la loge de Brest, qui s'appelle L'Heureuse Rencontre, en 1775. Nous avons arrêté que les loges seraient invitées à ne recevoir qu'avec les plus grandes réserves des hommes de théâtre. L'acteur de théâtre, hein, toujours considéré comme dépendant eh bien, de ceux qui l'emploient, du public, de vivre de son art et de ce fait-là n'a pas l'indépendance qu'on évoquait tout à l'heure. Nous croyons en outre devoir refuser à cette espèce de maçon, tout à l'heure c'était des animaux, là c'est cette espèce de maçon, tout acte qui pourrait leur donner des droits à notre correspondance et à visiter nos ateliers. Autrement dit, à solliciter, pardon, euh, les liens fraternels et, et le devoir d'assistance des maçons. Et 10 ans plus tard, le Grand Orient de France se fait encore plus catégorique à propos du recrutement des futurs apprentis, ceux qui vont accéder au premier degré maçonnique. Et ça, c'est resté beaucoup plus tard, et c'est important de le prendre en compte aussi pour voir comment cette fraternité universelle, elle se fracture en raison tout simplement eh bien, des enjeux sociaux. L'on ne doit recevoir aucun homme professant un état vil et abject, et les crocheteurs de tout à l'heure. Rarement on admettra un artisan. Imaginez que dans l'imaginaire maçonnique,
mais représentez-vous, pardon, que dans l'imaginaire maçonnique, mais bien évidemment, c'est pas du tout, c'est une reconstruction du 19e siècle. Hein, et l'idée, la franc-maçonnerie spéculative et héritière des opératifs, etc. Bien évidemment, quand on lit les textes du XVIIIe siècle, on se revendique des grands architectes de l'Antiquité, Vitruve, de leur patron, pour le cas de Vitruve, Auguste, etc. Et bien évidemment, pas des opératifs. Hein, on veut les outils, mais avec la distinction de l'art royal. Donc rarement on admettra un artisan, fût-il maître, surtout dans les endroits où les corporations et les communautés ne sont pas établies. Les mécaniques, c'est comme ça qu'on les appelle par opposition aux arts libéraux, les mécaniques ne peuvent plus devenir que des frères servants. Et c'est une nouvelle catégorie, hein, euh, qui se répand dans les loges. Les frères servants sont des frères qui peuvent devenir apprentis, qui pourront devenir compagnons, mais jamais accéder à la maîtrise. Donc ça, c'est tout à fait révélateur, hein, de la difficulté à bâtir un environnement radicalement séparé, bien des normes, hein, qui sont celles du monde profane. Donc les frères servants, il y a des frères à talent, musiciens, architectes, etc. Mais les frères servants, ils servent et donc ils ne peuvent pas accéder à la maîtrise. Et dans le même temps, la barrière fraternelle se ferme aussi à l'encontre de ceux qui, juifs, musulmans, ont, je cite, la circoncision pour baptême. Et donc ça, c'est aussi important de voir que, eh bien, on va se refermer autour du monde chrétien, hein, ceux dont l'altérité euh, est considérée comme irréductible euh, à cette aspiration à la fraternité sont rejetés. Exemple, dans le port de Bayonne, pourtant, les Juifs du faubourg du Saint-Esprit ont un statut juridique particulier. Les membres de l'amitié, c'est la loge qui euh, euh, est au cœur d'une crise, hein, les opposants à des francs-maçons juifs. Les membres de l'amitié, lorsqu'ils obtiennent que les membres juifs de leur ancienne loge, la zélée, ils ont fait sécession, lorsqu'ils obtiennent qu'ils soient exclus du temple de la fraternité, ils exposent sans détour euh, les raisons de leur rejet. Cette admission, donc de membres juifs, empêcha nombre de frères respectables, par leur qualité civile et maçonnique, de se présenter pour se faire affilier. Autrement dit, hein, si on continue à accepter des frères juifs sur nos colonnes, eh bien, ceux qui choisis précisément comme amis choisis pourraient devenir nos frères, eh bien, iront ailleurs parce qu'ils ne quitteront pas se mélanger avec eux. Donc ça, c'est tout à fait important. Et lorsqu'ils ont obtenu satisfaction, cette exclusion, ils écrivent au Grand Orient de France, donc ils n'ont pas du tout la volonté de s'en cacher pour expliquer leur position. Je cite, les membres qui s'opposaient à notre union et à notre prospérité ne sont plus à même de nous nuire. Point. Dernière phrase, c'est ça qui est intéressant. Nous avons goûté enfin le bien précieux d'être vraiment une assemblée d'amis. Vous voyez? Et ça, c'est tout à fait forme, il me semble-t-il. Et bien évidemment, on pourrait dire oui, mais on a des situations où il y a une plus grande tolérance et une plus grande ouverture. Exemple, l'Angleterre et les Provinces-Unies. Je dirais oui et non, parce que, par exemple, à Bordeaux, la loge l'anglaise, hein, qui est une loge reconnue par la Grande Loge de Londres, eh bien, il se trouve que elle a élu comme vénérable en 1744, pardon, un frère juif qui s'appelait Sol, S-O-H-L. Et alors qu'elle l'a élu en 1744, en 1746, hein, on voit bien que ça devient, elle ne peut pas le chasser parce que c'est son vénérable, mais que ça devient inacceptable pour un nombre croissant de frères, et elle décide officiellement que l'on n'admettrait point comme visiteurs, même pas membres affiliés, les juifs qui se trouveraient être réellement francs-maçons.
Et malgré les demandes expresses de la puissante loge du négoce d'Amsterdam, qui s'appelle la Bien-Aimée, eh bien, certains visiteurs sont systématiquement refusés. Et quand on le demande, quand on lui demande pourquoi, elle dit clairement dans cette délibération, c'est que parce qu'ils sont juifs. Et la bien-aimée d'Amsterdam elle-même, hein, toujours présentée comme un exemple, au contraire, d'ouverture, elle décide, hein, et ça, c'est une règle qui est maintenue jusqu'en 1798, et c'est quelque chose qu'on a totalement oublié, passé sous silence, qu'il ne pourra jamais y avoir plus de 8 membres juifs, hein, dans la loge. C'est-à-dire que même les exemples qu'on cite comme des exemples d'ouverture, etc., il y a quand même très fréquemment une forme de résistance. Et puisque le temps passe et que je m'approche de ma conclusion, eh bien, l'autre grand défi, hein, après cette barrière confessionnelle, eh bien, c'est la question des femmes. La question des femmes, c'est un autre défi parce que, bien évidemment, euh, il y a à la fois le fait qu'il n'y a pas de sociabilité au XVIIIe siècle sans mixité des assemblées, sans femmes comme hôtesses des sociétés, les salons dont je parlais tout à l'heure, pour aussi les divertissements lettrés, etc., avec le rôle de ces sociétés mixtes, de ces ordres mixtes qui pourraient concurrencer les loges. Donc, bien évidemment, il y a une aspiration à ça. Et dans un texte qui s'appelle Lettre de ces dames à Monsieur Necker, suivi de doléances très graves. On lit: Ils nous ont admis dans leur club, dans leur loge de franc-maçon, dans leur société littéraire. Donc, vous voyez, les loges parmi tant d'autres. Et effectivement, on voit le nombre des loges dites d'adoption mixtes augmenter considérablement au cours du XVIIIe siècle. Mais il y a deux choses. C'est que, à part un cas à La Haye, qui était un cas d'une loge d'actrices, hein, du théâtre français, eh bien, la plupart du temps, ces loges sont des loges mixtes. Et lorsque la maçonnerie d'adoption se structure, eh bien, la fraternité féminine est sous le contrôle des hommes. C'est-à-dire que quand il y a une vénérable maîtresse, hein, ou une grande maîtresse des loges d'adoption, eh bien, il y a un contrôle masculin qui se fait, hein, par le biais de l'adoption, c'est pour ça qu'on appelle des loges d'adoption. La plupart du temps, ce sont les maris, les frères au sens familial du terme, les fils, hein, mais l'idée d'une pratique autonome et indépendante des femmes n'est absolument pas généralisée. Et même dans le cas de la maçonnerie d'adoption, il y a beaucoup de résistance. Celui qui en témoigne, c'est Chauderlot de Laclos. Alors bien évidemment, nous on le connaît pour les liaisons dangereuses, mais Chauderlot de Laclos, c'est à la fois un officier militaire, il est en garnison dans le Jura, c'est un franc-maçon convaincu, et lui est en faveur, il milite pour l'accès des femmes en loge, et lors de l'installation d'une loge d'adoption, on est à Salins en 1777, Union parfaite, eh bien, il est obligé de prendre le contre-pied. On a son discours d'orateur précédent qui considérait que les femmes euh, étaient acceptées du bout des lèvres. On a évoqué tout à l'heure les frères servants. Elles, c'était comme, je cite, ornement de nos banquets. C'est-à-dire pour les agapes, oui, pour les travaux dans les loges et notamment la dimension initiatique, il y avait vraiment une très très forte résistance. Et voilà ce que dit Chauderlot de Laclos, parce que lui n'est pas d'accord, hein, mais sa position est tout à fait euh, minoritaire. Oh, si j'osais combattre ces prétendus sages, au défaut de raison, les exemples au moins ne me manqueraient pas. Je les conduirais dans ce temple, je leur dirais, voyez les femmes que la maçonnerie a formées. Elles vous réconcilieront avec un sexe que vous calomniez. Ce que vous prétendez impossible, vous l'allez voir à chaque pas, et marchant de prodige en prodige, vous verrez des femmes qui savent écouter, obéir, travailler et se taire. Et pensez à une chose, c'est que la maçonnerie régulière, elle se réfère toujours à ce que dit la Grande Loge de Londres dès 1723, hein, eh bien, ni cerf, ni femme, ni hommes immoraux ou scandaleux, mais de bonne réputation. Et c'est pour ça que lorsque des sœurs britanniques sont admises au XVIIIe siècle, le plus souvent, c'est sur le continent,
et sous le régime d'adoption, et pas dans l'exil britannique. Eh bien, malgré toutes ces restrictions, malgré le fait qu'on a borné sa fraternité, la franc-maçonnerie du siècle des Lumières, elle a peiné à contrer les attaques, et notamment de l'Église catholique romaine, qui identifie la fraternité à une transgression, à la menace d'un chaos indifférenciateur. Celui qui, à mon avis, euh, le, le dit le mieux, c'est l'évêque de Marseille, Monseigneur de Belzance, hein, qui est vraiment une figure de l'épiscopat français européen depuis la peste de 1720. Et son mandement survient 4 ans après la première condamnation pontificale, mais influence beaucoup celle de 38, celle de 1751. Voilà ce qu'il dit. Il dénonce, hein, ces assemblées où sont indifféremment reçus gens de toute nation, de toute religion et de tout État, et parmi lesquels ensuite une union intime qui se démontre en faveur de tout inconnu et de tout étranger, dès lors que, par quelques signes concertés, il a fait connaître qu'il est membre de cette mystérieuse société. Autrement dit, on en est là, et pour terminer, je voudrais évoquer le fait qu'il y a un cas de figure qui est tout à fait emblématique, hein, de cet enjeu de la fraternité maçonnique professée, mais aussi de ses limites. C'est dans le monde colonial entre 18e et 19e siècle. Pourquoi? Parce que c'est là où on a la plus forte densité de loges maçonniques. Le rite le plus pratiqué au monde aujourd'hui, le rite écossais ancien accepté, il est né dans l'espace atlantique en revenant des Antilles par Charleston et en Europe. Donc, ce n'est pas du tout une périphérie maçonnique, c'est au contraire un laboratoire de la franc-maçonnerie. Eh bien, dans le monde colonial, au XVIIIe siècle, les loges, bien évidemment, le fait de recevoir des esclaves, c'est inimaginable, mais elles sont particulièrement vigilantes par rapport aux frères dont les origines, qu'ils soient libres de couleur ou qu'ils soient mariés à des libres de couleur, la réputation ou qui ont la réputation de fréquenter des livres de couleur pourraient nuire tout simplement à la réputation de la franc-maçonnerie et fragiliser tout l'ordre social colonial. J'ai pris un exemple que vous le voyez ici. On est à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et le Vénérable de la Paix, de la Loge La Paix, là, qui est la loge des élites locales, il n'hésite pas lui, à faire la leçon au Grand Orient, à l'époque même où le Grand Orient vient de resserrer en disant pas d'artisans, hein, ouais, et surtout pas de mécanique par rapport aux libéraux dans nos loges. Et regardez comment ils leur font, les membres de la paix, à travers leur vénérable, font la leçon au Grand Orient. L'on distingue dans les colonies, etc. Je vous laisse lire la suite du texte. Ces distinctions ne sont pas également suivies en France, hein, puisque en France, par exemple, il n'y a pas d'esclaves, hein, au XVIIIe siècle, en France métropolitaine, hein, et, ici, tout est libre, c'est le principe, hein. Bien évidemment, les esclaves sont dans les territoires coloniaux. Elles sont devenues ici indispensables. L'expérience avec un E majuscule nous a convaincus dans cette colonie même que des hommes semblables à ceux que nous refusons de reconnaître pour frères se sont avilis au point d'admettre au grade de la maçonnerie de communiquer avec ces êtres que la politique de l'État et de leur origine ont dévoué à l'avilissement de leur première constitution. Et l'idée, c'est de les faire passer devant les tribunaux maçonniques, hein, et de les exclure en droit de la citoyenneté maçonnique. Alors c'est intéressant parce que, à contrario, on va penser au XIXe siècle, lorsque le Grand Orient de France revendique la paternité de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité que nous avons toujours, et surtout sa préfiguration euh, qui aurait été la communion des frères, hein. Euh, alors, en réalité, ce qui est tout à fait révélateur, c'est que, hein, et je vais terminer là-dessus, ce que Schulcher lui-même, hein, très jeune franc-maçon, reçu sous la Restauration, hein, 2 ans avant l'abolition de l'esclavage, ce qu'il rappelait, hein, dans le périodique protestant La Réforme, en juillet 46, le même Schulcher qui aujourd'hui a des dizaines de loges et est considéré et mis en avant comme celui,
hein, qui était le porte-étendard de la volonté de libération portée par la franc-maçonnerie et cette fraternité universelle. Regardez la violence, hein, de son témoignage. Lui, il dénonce, hein, bien sûr cette situation. Il n'y a de frères que selon l'épiderme. Les maçons de peau blanche n'ont voulu recevoir de maçons de peau jaune. Il évoque une loge, je cite, de mulâtres, hein, on dirait sans mêler au XVIIIe siècle. Aussi les jaunes ont-ils formé une loge à part, ce que M. Gosset, maire de Saint-Pierre, a trouvé très dangereux. Que les blancs se réunissent, il n'y a aucun mal à cela, mais les mulâtres, c'est bien différent. Et tout ça pour montrer que l'historien est là pour mettre en garde contre toutes les récupérations historiques et les instrumentalisations. Le même Victor Schellcher, il se trouve que, hein, alors qu'aujourd'hui considéré comme figure emblématique non seulement du Panthéon français, mais du Panthéon républicain, mais aussi du Panthéon maçonnique, hein, a été dénoncé, hein, au préfet par les propres instances dirigeantes du Grand Orient, pour vous montrer que, bien évidemment, hein, le 18e siècle n'est pas 1848, et 1848 n'est pas, hein, une forme d'engagement beaucoup plus fort dans une quête de philanthropie qui va se manifester, hein, et de Philadelphie dans la deuxième partie du 19e siècle. Donc il faut toujours, voyez, mettre en regard les professions de foi et la réalité des choses, ou alors les écarts, comme on l'a vu avec Tchoudi, d'un témoignage à l'autre, pour montrer que cette fraternité, elle doit aussi, bien, tout simplement faire le... Elle doit aussi être pensée dans un contexte, dans un environnement, pour ne pas avoir des propos qui seraient tout à fait caricaturaux et très loin de la réalité. La réalité, ici, dans le monde colonial, c'est une situation très complexe, puisque pendant très longtemps, les francs-maçons se sont considérés comme les gardiens, hein, de l'ordre colonial, et c'est contre eux que Victor Schœlcher, en interne, a déjà dû lutter. Je vois que j'ai atteint mon heure et quart, donc je vais laisser la place aux questions. Merci infiniment pour votre écoute et je suis à votre disposition. Excusez-moi.